C'est ainsi que l'habilité émotionnelle du noir, l'intégration sous-corticale de l'arabe, la culpabilité quasi-générique du juif sont des données que l'on retrouve chez quelques écrivains contemporains. La monographie de John Causeuse, par exemple, patronnée par l'Organisation mondiale de la santé, fait état à partir d'arguments scientifiques d'une lobotomie physiologique du noir. Cela veut dire que le noir d'Afrique, normalement, est un désintégré, physiologiquement. C'est très important, parce qu'il est admis scientifiquement que lorsque, à la faveur de gros troubles de la sphère mentale, comme dans les psychoses ou dans les névroses obsessionnelles, on pratique une lobotomie. Donc, le monde sait que le malade européen qui est lobotomisé est un malade extrêmement amoindri. Eh bien, le noir, heureusement, peut échapper à cette lobotomie scientifique, puisque, normalement, il est lobotomisé. Bon, bonsoir tout le monde. Bon, on va démarrer après ça. Le ton est donné. Nous, on va, en tout cas, je dis nous parce qu'on est souvent beaucoup, mais là, c'est vrai que j'avais oublié que je suis tout seul. Donc, c'est dire que je vais démarrer par rapport à une approche pratique. C'est-à-dire, on va démarrer la thématique une autre civilisation s'impose par rapport à notre expérience de terrain. Et donc, déjà, la question, quand on entend cette thématique, c'est de savoir de quelle civilisation on parle. Et comment on se représente une civilisation. Alors c'est vrai que nous, en tout cas, bon, je redis nous, mais comment je me représente une civilisation, c'est plutôt un ensemble d'activités humaines qui visent à relier les gens entre eux pour leur permettre d'évoluer au mieux. Et donc, il y a bien à l'intérieur de cette dynamique-là la volonté de relier les gens entre eux. Et si on regarde là le contexte, par exemple, électoral, hein, qui s'est passé... on y était encore hier, on était encore dedans hier. On a bien vu qu'on est loin d'être dans une dynamique qui vise à relier les gens entre eux, mais au contraire, on est dans une dynamique qui vise plutôt à opposer les gens entre eux. On est dans un système civilisationnel qui est notamment, quand on parle du système occidental, basé sur la suprématie blanche. Quand on parle de suprématie blanche, on parle... rassurez-vous, pour ceux qui sont blancs, on parle de système de pensée et non pas d'individus. Donc il n'y a pas de volonté de pointer du doigt des individus, mais on parle bien d'une idéologie qui vise à hiérarchiser les êtres humains, donc à les diviser. Et généralement, le blanc est placé tout en haut de l'échelle, de manière totalement subjective. La science, une pseudo-science l'y aidant, et parfois la religion. Et le noir est placé tout en bas de l'échelle humaine, selon le même procédé. C'est de cette suprématie blanche, en tout cas que notre collectif n'est pas né naturellement. C'est cette suprématie blanche qui l'a enfanté. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de racisme d'État, on n'aurait pas eu besoin d'exister. Donc, pour poursuivre sur l'idée de civilisation, s'il n'y a pas cette notion de relier les gens entre eux, mais plutôt cette notion d'opposer les gens et de baser un projet de société sur la peur de l'autre, sur le mépris de l'autre, sur la haine de l'autre, de son origine, de sa religion, de sa couleur de peau et tout ce qui s'ensuit pour justifier les pires atrocités, parce qu'on parlait tout à l'heure des Indiens, mais il faut que vous vous rappelez, moi en tout cas je me rappelle, quand j'étais jeune, j'ai connu les Indiens comment? Jamais directement, je les ai connus à travers les films de cow-boys. Et pour moi c'était des chiens. C'est-à-dire c'était des gens qui scalpaient les gens gratuitement, qui violaient les femmes blanches, etc., etc. Et donc tout le mépris que j'avais à l'endroit de ces Indiens, c'était un mépris qu'on m'avait conditionné à avoir à leur encontre. Et j'imagine que c'est le même mépris qu'on a conditionné certains à avoir à mon encontre lorsqu'ils ont vu des films comme Tarzan, comme ceci, cela, comme Tintin au Congo, comme... vous avez vu le noir qu'en haut de Astérix et Obélix, je crois qu'il n'a pas beaucoup de dents. Ouais, voilà, et généralement, comme vous m'avez perçu, c'est comme ça que je me percevais aussi. Donc c'est par ce prisme civilisationnel que je me suis construit, c'est à travers ce prisme civilisationnel que je me suis construit, et sans doute que vous m'avez perçu, si vous n'êtes pas noir en tout cas. Donc, effectivement, il est clair qu'une autre civilisation s'impose,
Et dans ce cadre, nous, je dis encore nous, mais c'est un défaut, mais en tout cas, comment je vois cette autre civilisation? C'est une civilisation basée sur principalement la justice. Une civilisation qui ne vise pas à rejeter l'autre, qui ne fasse pas son projet ou qui ne justifie pas ses pires atrocités en nourrissant la peur de l'autre, en faisant de l'étranger le principal coupable de tous les maux de la société, comme c'est le cas dans le système actuel. Voilà. Je parlais des Indiens tout à l'heure, c'était dire que justement, pour justifier le génocide des Indiens, il a fallu faire pléthore de films qui montraient que les Indiens ne valaient pas la peine de vivre. Donc, c'est un conditionnement qui a poussé à accepter que l'Amérique soit blanche aujourd'hui. C'est-à-dire que pour nous, c'est communément admis. C'est-à-dire, c'est maintenant, si on fait l'effort de réfléchir, qu'on va se dire que c'est pas normal. Mais même moi, quand je prends le métro, j'y pense pas. On a rasé une partie de la population, on l'a exterminée, sans que ça n'empêche personne de dormir. Donc maintenant, comment on mesure le degré d'une civilisation? Est-ce par comment dire, le iPhone? Est-ce par la Wi-Fi? Est-ce par le Bluetooth que j'ai à l'oreille? Parce que dans ce cas, effectivement, on est dans une civilisation extrêmement évoluée. Mais le problème de l'Occident en particulier, je pense que on parlait de système capitaliste, mais au-delà de cela, il y a un système d'exploitation à outrance. Tellement à outrance que, après avoir exploité le bien matériel, on en vient à exploiter les hommes. C'est ce qui a donné les génocides des Amérindiens, donc des Américains autochtones, des vrais Américains. C'est ce qui a donné la traite négrière, qui a permis aux Occidentaux d'engranger le capital pour rentrer dans l'ère industrielle. C'est-à-dire que sans ce génocide, cette entreprise génocidaire, on peut se poser la question de savoir quel aurait été le rang de la France, par exemple, dans le peloton des puissances mondiales. Donc, voilà, c'est-à-dire que, voilà, ce que je suis un pur produit de cette civilisation, de par l'arrachement dont j'ai été victime de manière directe et indirecte. Donc, quelle autre civilisation? Une civilisation basée sur la justice. Quand on dit ça, on n'a rien dit. On a l'impression. Mais je vais essayer de vous faire voyager un peu avec vous, en vous disant que pendant longtemps, j'ai cru, c'est-à-dire si j'en suis arrivé aujourd'hui à combattre la négrophobie, c'est parce que avant d'avoir, comme on se le représente communément, hein, mais c'est pas forcément la vérité, un blanc comme principal raciste, en tout cas qui dirige une pensée raciste à mon encontre, j'étais mon principal ennemi. Mais comment cela est arrivé? C'est par rapport à, c'est à cause de ce conditionnement. Ce conditionnement qui me poussait à me détester, avec des images. Quand j'étais petit, je me rappelle, c'était les images de... Toujours, on voyait des enfants éthiopiens qui crevaient de faim et tout, qui tendaient la main avec des mouches, etc., etc. Et donc, la vision qu'on avait de l'ailleurs, donc de cette Afrique, c'était une vision totalement miséreuse, etc. Et il a fallu sortir de cette espèce de prison mentale, appelons-le comme ça. C'est-à-dire, sans cela, il a fallu que je sois a priori mon ennemi principal, et il a fallu que je déconstruise les codes qui m'avaient amené à être mon ennemi principal pour pouvoir combattre, pour pouvoir mener le combat que je fais aujourd'hui. Et je pense que beaucoup, consciemment ou inconsciemment, ont été ou restent dans mon cas. Et c'est-à-dire que ma principale devise ou mon principal objectif, ou ma principale vision, c'est de penser qu'il n'y a pas de possibilité d'autre civilisation si déjà on ne change pas intérieurement. Il faut avoir le courage de changer. Et changer, c'est pas d'un point de vue, je l'exprime pas d'un point de vue religieux, c'est-à-dire pas que je cherche à minimiser l'impact de la religion, mais je veux dire, changer, c'est quelque chose de personnel. D'ailleurs, c'est personnel, comme la religion devrait l'être.
c'est un travail qu'on doit faire personnellement. Il faut avoir le courage de détruire tout ce qu'on a fait de nous, de déconstruire tout ce qu'on a fait de nous. Il faut déconstruire tous les codes que ce système éducatif avec lequel ce système éducatif nous a modelé. On parlait tout à l'heure d'intégration. Je pense que quand on parle d'intégration, on est au cœur du problème. Parce qu'effectivement, derrière l'ombre de l'intégration, ou en tout cas derrière le projet de l'intégration, se cache une volonté de taire la résistance qui sommeille en chacun de nous. Il ne tient qu'à nous de pouvoir la réveiller, et dire qu'il ne tient qu'à nous de pouvoir la réveiller, ça veut dire avoir le courage de le faire. Donc, si je vais être très pratique, c'est parler d'un cas assez simple. On était hier ou avant-hier en train de se mobiliser pour un homme qui s'appelle Abou Traoré, qui est discriminé par Air France parce qu'il porte une coupe de cheveux qui est naturelle pour les Noirs. C'est une coupe en forme c'est comme des tresses mais en forme de fil de dreadlocks. Et Air France lui reproche de ne pas avoir une coupe classique. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ses cheveux ne sont pas longs. Si on le regarde objectivement, personne ne pourra dire qu'il a les cheveux longs. C'est comme s'il avait des nattes collées sur le crâne. Mais Air France a jugé que sa coupe n'était pas classique. Qu'est-ce qu'on entend par classique? Est-ce qu'on entend par classique qu'il faut qu'il se conforme à une norme? Et dans ce cas, à quelle norme il faut qu'il se conforme? Est-ce que c'est une norme blanche? Donc la HALD a dit à Air France qu'il fallait que Air France essaye de réviser sa position en essayant d'évoluer avec la société française. C'est-à-dire que la société française n'a plus le visage socioculturel, n'a plus le même visage socioculturel que celui qu'elle avait au moment peut-être où Air France a fait ce règlement intérieur. Et donc Air France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste changé le mot classique, sans doute parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un point derrière ce mot, par homogène. Donc, de classique, on est passé par homogène. Et donc, pour ce Aboubacar Traoré, je parle de cette situation et je finirai avec ça en faisant quelques parallèles, parce que je pense que d'un aspect pratique, on comprend comment il est difficile de changer. C'est-à-dire que, je vais commencer par Aboubacar Traoré, lui a dit il va combattre jusqu'au bout. Parce qu'il a fini par comprendre qu'il faut aussi savoir que Air France l'a obligé à mettre une perruque de type genre européen. Donc on n'a pas les photos, mais je pense que beaucoup auraient ri. Donc on l'a obligé à mettre une photo de type européen. Aboubacar Traoré, c'est un noir. Et il a mis une perruque donc avec des cheveux de type européen. Et sous cette condition-là, il pouvait continuer à voler. Et il s'est dit, mais jusqu'à quel point on va me pousser à me renier? Et c'est ce qui se passe tous les jours. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a vu quelques réactions sur les réseaux sociaux. Je dis le pire, pas pour critiquer les gens qui le font, mais je pense que dans cette salle, certains ne se l'avoueront pas. Certains se sont dit, oui, mais quand il a signé le contrat, Air France dit que les hommes doivent avoir les cheveux courts, ou bref, on justifie tout ça en disant que Air France a dit, ou le contrat dit. Mais la loi n'est pas forcément juste. Ceux qui le savent plus que d'autres, c'est les Indiens d'Amérique. Il y avait plein de lois qui justifiaient le fait qu'ils étaient dans des réserves. Pourtant, le fait qu'ils aient été éradiqués de leur propre sol, même si la loi le légitime, ça ne veut pas dire que c'est juste. Donc, je veux dire qu'à un moment, si on veut vraiment sortir de sa prison mentale et résister, c'est qu'à un moment, il faut savoir dire non. Et dire non tous ensemble, tous en même temps, et se battre pour nos convictions. Et effectivement, cet homme n'a aucune raison. Il est propre, il parle bien, et combien même ce n'était pas le cas, mais je veux dire que là, il a tout à son avantage, sauf qu'il a des cheveux naturellement noirs. Et qu'il refuse de se les défriser, de se les couper, de tout ce qui s'ensuit. Il refuse de se renier. Alors, pour être accepté par Air France, doit-on se défriser les cheveux? Doit-on se blanchir la peau? À savoir que ce n'est pas Air France qui est visé ici. Air France est à l'image de la société française. On parlait d'intégration, une intégration qui vise à dissoudre nos identités dans un espèce de projet d'intégration acide. Et on le vit depuis qu'on est enfant, en fonction du groupe humain auquel on appartient. Donc je dirais, Abou Traoré, pour certains, ne parle pas ici. Mais je dirais, si on prend le cas aux États-Unis de Rosa Parks, c'est la même chose qui s'est passée. C'est une dame qui un jour n'a pas voulu se lever de sa place de bus.
Parce qu'à l'époque, il y avait une ségrégation entre les blancs et les noirs, et on ne permettait pas donc aux noirs d'avoir des places, etc. etc. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, non, je refuse de me lever. C'était un détail, parce que les gens avaient intégré le fait que ce qui se passait là, c'était la loi, c'était la règle. Mais elle a dit non. Les gens ont décidé de se battre ensemble, et les choses ont changé. Il faut qu'on ait le courage d'assumer nos opinions, et sans changement intérieur, sans changement en profondeur, sans courage personnel, sans se dire qu'il va falloir prendre un risque et peut-être sacrifier une partie de son existence, voire si ce n'est tout le reste de son existence, on ne pourra pas changer de modèle de civilisation et de modèle de société. Donc, sur un point pratique, nous, c'est ce qu'on dirait, c'est que le combat, c'est chaque jour. C'est pas quelque chose de pharaonique, c'est pas quelque chose de gigantesque. Chacun à sa place peut à un moment décider de dire non et ne plus collaborer avec sa propre désintégration ou ne plus être complice de toute cette espèce de racisme d'État. Voilà à peu près ce que je pourrais en dire, parce que je pense que j'ai peut-être été un peu long. Et voilà.